Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Citroën IC5 Aircross. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Après l'essai il y a quelques semaines sur Charging Station de son petit frère, le Citroën IC3 Aircross, place donc cette semaine à l'essai du grand frère, le Citroën IC5 Aircross, un SUV 100% électrique familial qui, sur papier en tout cas, entend bien marquer des points. Ses atouts, le confort évidemment, on est chez Citroën, mais aussi de l'espace, de l'agrément de conduite et une vie à bord rendue plus zen grâce à l'intérieur C-Zen Lounge qui se veut être un cocon où la technologie est au service des occupants, notamment via l'écran central appelé Waterfall ou Cascade en français. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Citroën IC5 Aircross? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, le premier trajet et ensuite le grand essai, toujours dans la galaxie de Stellantis, puisqu'on sera chez Leapmotor avec l'essai du SUV B10, un SUV fort sympathique, mais vous le savez, j'ai pas été vraiment convaincu par les deux premiers modèles de Leapmotor essayés il y a quelques mois maintenant sur Charging Station, donc la petite T03 et le plus gros SUV C10. Est-ce que je le serai par ce SUV B10? Eh bien, on le saura dans quelques jours sur Charging Station. D'autres essais électrisants arrivent durant les prochaines semaines. Certains viennent d'ailleurs d'être pleinement confirmés. La liste complète, c'est à la fin de la vidéo. À l'extérieur, le C5 Aircross est plutôt élégant, sa ligne est proche du concept et ce qui attire le regard se trouve à l'arrière. Ce sont ces feux Light Wings, des ailes lumineuses qui ont fait l'originalité du concept car présenté en octobre 2024 à Paris et qui se retrouve donc sur la version de série. En plus de donner de la personnalité à l'arrière de ce C5, ils permettent une meilleure gestion des flux d'air et donc de l'énergie. Sur les côtés et à l'avant, on va retrouver les Color Clips dont la couleur ici le gold satin peut varier selon les finitions. Des clips de personnalisation qu'on avait découvert sur la Citroën IC3. Et puis sur cette finition supérieure max, on a droit au phare Citroën Matrix LED qui donne de la personnalité à l'avant de cette voiture. On verra tout à l'heure sur la route s'ils sont efficaces. Dans cette finition supérieure avec les jantes Obsidian de 20 pouces noires et des équipements optionnels tels que la peinture bleue Eclipse et le toit noir, eh bien on peut le dire, ce IC5 Aircross séduit, c'est mon avis en tout cas. Et vous, qu'en pensez-vous de la ligne de ce Citroën IC5 Aircross? Dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot, d'un point de vue technique, une seule configuration est proposée. On a systématiquement un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Situé donc à l'avant, le IC5 Aircross est une traction. La puissance, 213 chevaux, c'est pas énorme, certainement pour un SUV familial électrique. Le IC5 Aircross ne sera donc pas le plus énergique au feu vert, d'autant que son architecture traction ne va pas favoriser la motricité, certainement sur sol humide. Son truc à lui, c'est donc le confort. On parlera tout à l'heure agrément de conduite quand on sera sur la route. Sous le plancher, entre les quatre roues, on va retrouver la batterie, une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, une batterie qui ne peut pas être rechargée à 100% au quotidien, puisque NMC met bien à 80%, tout en respectant toutefois les prescriptions du constructeur. Et bien évidemment, quand vous avez besoin de l'autonomie maximale de cette voiture, vous pouvez recharger occasionnellement à 100%. L'autonomie maximale entre 511 et 520 km selon le niveau d'équipement sur cette version Comfort Range, une autonomie théorique déjà très correcte et on verra dans la suite ce qu'il en est de l'autonomie dans la vraie vie. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche et quand on ouvre l'énorme trappe qui se trouve ici, eh bien on constate la présence des deux connecteurs habituels, celui du quotidien qu'on va utiliser le plus régulièrement, c'est le connecteur de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Et bonne nouvelle, puisqu'on a un joint ici autour, eh bien on peut se passer de petits caches sur le connecteur du quotidien, c'est toujours une petite manipulation en moins au quotidien et ça fait plaisir. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est tout à fait la norme aujourd'hui. Et la recharge, les temps de recharge, alors ils peuvent sembler
très très court, 4h30 sur cette version Comfort Range, ce sera 6h30 sur la version Long Range qui arrivera ultérieurement. Oui, sauf que Citroën communique non pas sur le 0 à 100%, mais bien sur le 20-80%, raison pour laquelle ça semble si peu long. Recharge sur le courant continu possible également. Dans ce cas-là, eh bien, vous retirez le petit cache en partie inférieure, vous avez la somme des deux connecteurs pour recharger lors d'un très long trajet par exemple, et bien sur ces énormes superchargeurs, pas toujours très maniables au niveau du câble, parce que les câbles sont très très lourds avec l'énorme connecteur combo CCS. Là aussi, Citroën communique non pas sur le 10-80, mais sur le 20-80, et le 20-80 est réalisé en 30 minutes avec cette version Comfort Range. Ce sera 27 minutes avec la version Long Range, des valeurs qui là aussi peuvent sembler relativement dans la norme, mais attention, je vous rappelle qu'on communique ici sur le 20-80 et pas le 10-80, donc en réalité c'est vrai que c'est un petit peu long quand même sur des longs trajets. On s'habitue maintenant, et notamment avec certaines marques chinoises, à des temps de recharge qui sont extrêmement courts, 20 minutes, moins de 20 minutes également sur les plateformes 800 volts. C'est vrai que du coup ça peut paraître un petit peu long sur cette Citroën, comme sur la plupart des voitures qui sont sur une technologie 400 volts. Alors 30 minutes pour passer de 20 à 80%, est-ce qu'au moins elle les tient? Eh bien regardez. La recharge a démarré à 16h52, vous le voyez, il est 16h54. On a déjà gagné 5% puisqu'on est à 25%, on a démarré à 20% évidemment. Alors 16h52 plus 30 minutes, ça nous fait 17h22. Et je réalise que pendant la recharge, on n'a pas grand-chose comme information concernant la session de recharge active. Là, on a juste l'affichage normal avec le pourcentage et le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir avec ce qui se trouve dans la batterie, et puis la petite barre qui augmente évidemment. Ici, dans la partie énergie, on a ici effectivement la représentation du pack de batterie qui s'allume au fur et à mesure que les cellules se remplissent, mais bon, c'est pas très très parlant non plus. Et puis dans la partie charge, rien, alors que j'aurais aimé avoir un petit graphique ou quelque chose, mais non, rien. On va plutôt aller voir du côté de la borne de recharge comment la session se passe. Alors les températures extérieures sont très basses, il fait 2 degrés et on voit que la voiture n'aime pas ça malgré le préconditionnement. Eh bien ça démarre mollement, on a d'ailleurs un petit creux déjà ici à 115 pour l'instant, on est monté jusqu'à 121. Alors un petit point rapidement plus ou moins à la moitié puisqu'on a démarré à 52 plus 15 minutes qui équivaut à la moitié du temps théorique, ça nous ferait 17h07 et on est à 17h06 là, un petit peu au-dessus de la moitié de ce qu'on doit récupérer puisqu'on doit passer de 20 à 80% et on est à 53%, donc ça a l'air de malgré tout plutôt bien se passer. Bon, il est déjà 17h17 et on est à 69%. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté de la borne de recharge, histoire de voir comment se porte la courbe. Alors voilà ce que ça donne, on ne peut pas dire qu'on ait quelque chose de très très fluide. Si on regarde ici les détails, on est pour l'instant à 70%, donc on a récupéré 50%, on est à 70%, donc on a vraiment quelque chose en dents de scie, c'est pas très très fluide. Voilà, les 80% sont atteints, au final il est 17h25, on aura mis donc 33 minutes au lieu de 30 minutes pour passer de 20, je le rappelle, de 20 à 80% et non pas de 10 à 80%. Dans l'absolu, c'est quand même des temps de recharge qui sont assez longs et on va le dire, le petit supplément de 3 minutes, il reste acceptable compte tenu du fait quand même qu'il fait 2 degrés à l'extérieur et ce, même si j'avais activé évidemment le préconditionnement de la batterie. Pour être tout à fait complet concernant le port de recharge, eh bien sachez que cette voiture est compatible V2L et donc moyennant branchement d'un adaptateur sur le port de recharge, vous allez pouvoir alimenter des appareils électriques externes, voilà qui ne sert pas tous les jours, mais quand on en a besoin, ça fait plaisir. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vous permettent de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix, certainement, si vous rechargez à la maison. Si vous voulez découvrir l'offre de Luminus, surfez sur luminus.be/e-mobility. L'ouverture du haillon, elle est électrique avec fonction main libre, uniquement sur la finition supérieure max, un petit peu mesquin sur ce coup-là Citroën. La capacité sous la tablette en configuration 5 places, c'est 651 litres, c'est généreux. Banquette arrière entièrement rabattue jusqu'au pavillon. Le volume disponible passe à 1668 litres. Parmi les aspects pratiques, on va retrouver un crochet de chaque côté, une prise 12 volts à gauche, un éclairage à droite, un anneau dans chaque coin, un élastique de retenue à gauche et puis sous le plancher réglable sur 2 niveaux,
niveaux, un vaste espace de stockage supplémentaire, bien utile pour ranger les câbles de recharge, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas de frunk sous le capot. Avant de se retrouver à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Citroën IC5 Aircross, me voici installé à l'arrière. Regardez, le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Et voyez, donc 1m90, 1m90 devant et derrière. Alors on a ici un angle qui n'est pas favorable, puisque comme dans toutes les voitures électriques, on a la batterie sous le plancher. On a essayé de mettre la banquette le plus bas possible pour avoir de la hauteur. Et donc forcément, on a un angle ici moins favorable avec les genoux qui sont un petit peu trop hauts. Au niveau des pieds, pas de problème par contre, ça passe nickel même avec le siège réglé pour mon 1m90, mon 1m90, c'est-à-dire le siège réglé assez bas. Si on part du haut et qu'on descend, on a le toit ouvrant panoramique. Alors on a deux parties ici, la partie arrière elle est fixe, la partie avant elle s'ouvre. C'est une option à 1 250 € en Belgique en tout cas. Allez faire un tour sur le configurateur en ligne de votre pays. Un toit qui a l'avantage d'être ouvrant, mais comme il est ouvrant, il est peut-être un petit peu moins large qu'un toit vitré panoramique traditionnel qui lui prendra un petit peu plus d'espace, mais évidemment ne pourra pas s'ouvrir. Concernant les sièges, ils sont en simili-cuir ici, on détaillera ça dans un instant quand on sera à l'avant. Au niveau des petites pochettes, on a des petites pochettes ici en partie supérieure, c'est toujours sympa, et puis les traditionnelles poches aumônières un petit peu plus bas. À l'arrière de la console centrale, on a deux espaces de rangement, un en partie haute, en dessous des ouïes de ventilation, un en partie basse, et entre les deux, on a deux prises USB-C et une prise 12 volts. Tout en bas, le plancher qui est quasiment plat. On a une toute petite bosse, mais compensée en fait à gauche et à droite par l'épaisseur des tapis derrière le siège conducteur et le siège passager. Donc on peut dire qu'on a un plancher plat, voilà, qui plaira au passager central. Passager central qui devra composer avec un dos un petit peu moins confortable, un dossier moins confortable, en raison de la présence de la coudoir centrale avec deux porte-gobelets et puis également un petit espace pour glisser de manière verticale un smartphone par exemple. Je n'oublie pas en partie supérieure les poignées de maintien. Alors on en a à l'arrière, on en a à l'avant, aux deux places avant. Donc même le conducteur peut se tenir à ces petites poignées de maintien, c'est sympathique. Quoi d'autre à vous annoncer dans cette voiture? Eh bien que la finition, on le voit déjà ici à l'arrière. Le choix des matériaux, il y a à boire et à manger. On a du plastique dur sur les portières ici en partie supérieure et en partie inférieure. On a du piano black également exactement à l'endroit où on va poser la main parce que c'est sur la poignée de fermeture. Mais on a également du textile et le textile amène un petit côté chaleureux et ça c'est vraiment sympathique. Alors vous le voyez peut-être, je suis installé très très droit. Bonne nouvelle, je peux avec la petite manette ici incliner le dossier et là c'est tout de suite un petit peu plus confortable, même si ça n'arrange pas évidemment l'espace au niveau des genoux. Cet intérieur, on y retrouve des choses plutôt positives, comme du confort, évidemment, un certain nombre de commandes physiques, notamment ici sur la partie centrale, et puis ces parties en textile qui s'étendent d'une portière à l'autre en passant par la planche de bord. Et puis il y a des choses un petit peu moins chouettes également, comme un grand écran mais positionné verticalement et assez bas, ce qui ne favorise pas l'ergonomie, certainement en roulant, quand vous devez modifier la température, ça se passe ici en dessous. On a aussi pas mal de plastique brillant, à un moment il va falloir passer à autre chose quand même, du plastique dur aussi, même sur le haut de la planche de bord et le haut des portières, et puis évidemment sur toute la partie basse. C'est d'ailleurs un petit peu gênant au niveau du genou ici, qu'on a tendance à poser sur la console centrale, mais ici malheureusement il n'y a pas de partie moussée. Concernant les assemblages, c'est globalement ok, à l'exception peut-être de l'intégration de la baie qui accueille l'affichage tête haute derrière le volant. Vous voyez ici au niveau du haut de la planche de bord, voilà, ça baille un petit peu, l'intégration n'est pas vraiment optimale et c'est un petit peu dommage. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur de ce Citroën IC5 Aircross? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. La description de la planche de bord et de l'intérieur de cette voiture, c'est parti avec la portière conducteur en partie haute, la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire, la poignée de fermeture, le verrouillage centralisé et les vitres et rétroviseurs électriques. En bas, enfin, on va retrouver un vide-poche de taille très correcte dans lequel on peut glisser d'ailleurs une grande bouteille d'eau. À gauche, sur la planche de bord, la commande électrique d'ouverture-fermeture du haillon et puis un petit espace pour le jeton du caddie par exemple. Le volant qui est à réglage manuel. À gauche, les aides à la conduite, le régulateur
réducteur de vitesse ou limiteur de vitesse. À droite, c'est la partie multimédia, donc volume et plage ou station précédente et suivante, ainsi que la commande vocale et la touche téléphone. Les commodos à gauche, clignotant et phare. À droite, essuie-glace à l'avant et à l'arrière, puisqu'on l'a vu, il y a un essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. Et puis on a également des palettes derrière le volant, j'y reviendrai sur la route. L'écran instrument d'une diagonale de 10 pouces ensuite, dont la partie centrale est personnalisable. Alors de deux manières, vous allez pouvoir personnaliser en fait l'ensemble de l'affichage simplement en appuyant ici sur l'extrémité du commodo de gauche. Voilà, vous êtes par exemple ici en vue carte pour la navigation. Ici une vue avec les consommations. Ici une vue simplifiée. Ici, la vue flux d'énergie. Là, évidemment, il n'y en a pas puisque nous sommes à l'arrêt. Et ici, une vue, je dirais, semi-simplifiée avec les informations essentielles. On y voit par exemple que la batterie est pour l'instant à 11% de capacité. C'est pas énorme. Et si vous choisissez la vue avec les consommations par exemple, eh bien vous pouvez les faire défiler à l'aide de la partie de droite du volant. Notez que les informations que vous faites défiler ici défilent également dans l'affichage tête haute, puisqu'on a un équipement qui dans cette finition haut de gamme propose un affichage étendu avec donc beaucoup plus d'infos. Au centre de la planche de bord, le deuxième écran positionné de manière verticale, c'est l'écran d'infodivertissement Waterfall ou Cascade qui mesure 13 pouces de diagonale. J'y reviens dans un instant. À gauche de l'écran central, le bouton de démarrage et sous cet écran, une rangée de commandes physiques. Ça fait plaisir avec l'appel du menu climatisation, le désembuage à l'avant, le recyclage d'air intérieur, le menu ADAS, donc les aides à la conduite qui mènent au raccourci et qui, avec un appui long, permet tout simplement de couper les bips de survitesse. C'est vraiment top. L'extinction de la climatisation ensuite, le désembuage à l'arrière ainsi que le chauffage maximal. On a ensuite une deuxième rangée de boutons physiques avec les feux de détresse, la petite roulette pour le volume et puis à droite le bouton d'extinction de l'écran central, alors qui ne s'éteint pas vraiment puisque alors si vous appuyez de manière courte vous avez simplement la fonction mute, donc ça coupe le volume, et si vous appuyez de manière prolongée, voilà, il ne s'éteint pas vraiment. Vous avez l'heure affichée ici et puis de toute façon vous avez toujours accès au menu de base, la ligne qu'on va retrouver ici et le menu climatisation. On va le réveiller. Entre les sièges, la console centrale avec à gauche le sélecteur de vitesse qu'on a déjà vu un petit peu partout, on l'aura bien rentabilisé celui-là chez Stellantis, les modes de conduite, le frein de parking électrique et à droite la zone de recharge par induction, une zone ventilée pour éviter la surchauffe du smartphone et puis un petit vide-poche ici plus en arrière. Plus en arrière encore, sous la coudoir centrale, un premier vide-poche amovible et ensuite un espace de rangement assez vaste mais qui n'est pas recouvert de feutrine ou d'antidérapant malheureusement. Sous la console centrale, un espace de rangement ouvert avec deux porte-gobelets, particulièrement inaccessibles d'ailleurs, il faut bien le dire. Ça va être chouette, hein, le café ou le thé bien chaud qui déborde dans les mains ou sur la console ou au choix sur la moquette également. On va retrouver aussi deux prises USB-C et une prise 12 volts. La boîte à gants, elle, est de contenance correcte, mais n'est pas non plus recouverte de feutrine ou d'antidérapant. Et puis pour être tout à fait complet, notez qu'en partie supérieure ici, on a un petit rangement pour une paire de lunettes, c'est assez pratique, et puis les commandes pour le toit ouvrant et également le vélum électrique, en plus des commandes évidemment d'éclairage. Avant de prendre la route, un mot concernant l'écran central d'infodivertissement, l'écran cascade, l'écran waterfall comme on l'appelle chez Citroën. C'est le plus grand écran central jamais vu dans le groupe Stellantis. Oui, carrément, c'est inauguré donc dans ce Citroën IC5 Aircross. Alors je prends la caméra à la main pour bien vous faire voir tout ce qu'il y a à voir. Comme l'écran est vertical, comme ça je peux m'approcher davantage, notamment de la partie inférieure. Alors là, on va y trouver systématiquement les réglages de climatisation avec des icônes qui sont assez grandes, donc pour la prise en main c'est plutôt pas mal. Juste ici au-dessus on va retrouver des menus d'accès direct, notamment ici à la partie audio. Voilà, on est sur le média en cours de lecture, c'est la radio en l'occurrence ici, avec des mémoires à l'ancienne mais c'est très pratique. On a également ici au-dessus possibilité de changer de média. Voilà, on va revenir sur la radio, très bien. Ensuite on a la navigation, on ira dans un instant, le bouton Home qui vous ramène sur l'écran général qui est celui-ci avec possibilité d'avoir des widgets. Il y a plusieurs pages qui sont disponibles et sur chaque page vous allez pouvoir tout personnaliser de manière très simple. Il vous suffit de laisser le doigt enfoncé, voilà,
hop, et on rentre dans la personnalisation. Et là, vous allez pouvoir mettre absolument ce que vous voulez, personnaliser l'affichage conducteur et personnaliser l'écran tactile. Bon, on revient en arrière. Ensuite, je rappuie sur le bouton maison. Nous voici ici. Ensuite, on a le téléphone et ici l'accès à toutes les applications. On a les ADAS, on a les aides, Apple CarPlay, Android Auto aussi bien sûr, et tout ça sans fil. La gestion de l'énergie, climatisation, etc. Donc c'est très très bien fait. Et étant donné que c'est largement personnalisable, vous allez pouvoir vous concocter votre tableau de bord, celui qui vous convient en fonction peut-être des saisons. Peut-être qu'en été, par exemple, on fera disparaître les parties consacrées aux fonctions de chauffage de siège et de volant, alors qu'en hiver, on sera bien content de les avoir sur l'écran principal qui se trouve ici. Donc voilà, c'est très très bien fait. Et dans tous les cas, même quand on se retrouve ici ou sur n'importe quel autre écran, eh bien on peut rappeler Apple CarPlay si le téléphone est connecté ou Android Auto. Eh bien tout simplement ici. On a également un menu qui vient du haut, voilà, avec pas grand chose dedans, c'est peut-être un peu dommage. On va la renvoyer. La fluidité est globalement au rendez-vous. Ce que j'ai eu comme petit bug cette semaine, c'est en passant la marche arrière, eh bien j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une vue un peu buggée des caméras de recul. Ça l'a fait une seule fois cette semaine, mais pour le reste, franchement, ce système a donné entière satisfaction. Allez, on pourrait demander qu'il se réveille un petit peu plus vite, parce que là, il se réveille pas très très vite, mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, si on allait à Marseille, je vais introduire Marseille ici. Alors, on est loin d'être dans des conditions optimales, puisque la batterie, vous l'avez peut-être vu, eh bien, elle est à la 11%. 11%. A priori, si je vais à Marseille, je charge la batterie, hein. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'ajout des arrêts de recharge. Alors on n'a pas d'embouteillage, paraît-il, 15% à l'arrivée, 1037 km, le tout en 15 heures. C'est parti. Vous arriverez à destination à 3h36. 3h36 du matin, sachant qu'on part à midi 22 là maintenant. Je vais demander un aperçu du trajet, voilà. Et voilà les arrêts de recharge que la voiture me propose. Ben, ça va faire beaucoup ça quand même, non? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut bien être? Attendez, parce que là je suis un peu perdu. Alors ça, je suis un peu perdu. 8. Alors ça, écoutez, le planificateur d'itinéraire me propose n'importe quoi. Ici, Total Énergie de 16 à 52% sur du 300 kW. 13 minutes de temps de recharge, ça n'a aucun intérêt. Donc là, je suis un peu surpris. Je vous avoue que je n'ai pas testé avant, donc là, je suis un peu surpris. Effectivement, le planificateur me propose n'importe quoi. Regardez ça, le nombre d'arrêts proposés par la voiture, planification automatique. Bah, sorry, mais c'est pas vraiment automatique, hein. En tout cas, c'est complètement n'importe quoi. Ici, à la station de recharge, je dois être à 15%, ok. À destination à 15%, ok. Alors, je pourrais me mettre à 10% par exemple ici. Est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne sais pas. Recalcul du parcours en cours, voilà. Bon, voilà, ça ne change pas grand-chose. Là, c'est un peu n'importe quoi quand même, hein. C'est un peu n'importe quoi. La voiture me prévient que pendant la conduite, les pourcentages à l'arrivée peuvent descendre jusqu'à 2% en dessous de la valeur définie. Alors, c'est très risqué de dire ça parce qu'en fonction du style de conduite, ça peut être plus que 2%. Et donc, on risque d'avoir des surprises en annonçant ça. Tout comme d'ailleurs, on peut arriver avec 2% au-dessus de la valeur définie si on a le pied particulièrement léger. Bon, là, je suis un peu perdu, je vous dirais. Voilà, comment faire confiance à ce planificateur? Et je ne pense pas voir d'autres options, à part celle qui se trouve ici au-dessus, on l'a vu. Voilà. Donc là, je suis un peu perdu. Je dirais que ce système, malheureusement, il n'a pas l'air tout à fait au point, hein. Si j'appuie ici, on a les stations de recharge. Voilà. Ah, ça, c'est toutes les stations de recharge disponibles, on dirait. Stations qui sont au-dessus de 50 kW, et pourtant, tout à l'heure, elle m'a quand même donné du 22 kW. Je comprends pas bien. Si, par exemple, je fais ça, et que je vais dans les filtres ici, et que je demande plus grand que 150, par exemple, voilà. En chemin, ouais, c'est bien ce que je veux. Filtre. Voilà, on va revenir ici. Est-ce que ça change quelque chose au trajet? Non. Écoutez, dans l'état actuel des choses, alors je ne sais pas si c'est un bug sur cette voiture en particulier, mais dites-moi, mais dans l'état actuel des choses, ça me semble très très compliqué de pouvoir naviguer correctement avec cette voiture, parce que là, attendez, le nombre d'arrêts, c'est absolument hallucinant. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 arrêts. 14 arrêts
et pour aucune raison valable. Alors, à la limite, le premier, 22 kW, peut-être que dans la zone ici, il n'y a pas vraiment de chargeur très rapide, et étant donné que je suis à 10% là maintenant, ok. Bon, ça, je peux le comprendre, c'est un peu du secours, et ok, 22 kW. Les autres, on a une recharge à chaque fois supérieure, en tout cas supérieure ou égale à 100 kW, ok. Mais alors pourquoi autant d'arrêts? Pourquoi sur le deuxième arrêt on fait du... Ah mais ça s'est amélioré en cours de route, regardez. 11,88. Alors pourquoi 88? C'est pas très efficace de faire du 88. 11,75. Pourquoi s'arrêter à 75? Je ne sais pas. 11,70, 11,84. Et là 11,91, 91. Pourquoi aussi? Ouais, tout ça ne me semble pas vraiment optimal, hein. Ici, 10,48, ça évolue en temps réel, vous venez peut-être de le voir bouger. 10,62, ça n'a pas d'intérêt non plus. Voilà, alors peut-être qu'en cours de route, ça se mettrait à jour, parce que je pense qu'il y a un tout petit peu moins d'arrêts que tout à l'heure. Mais dans l'état actuel des choses, ça me semble un petit peu compliqué. Dites-moi si vous avez une expérience similaire avec ce type de planificateur d'itinéraire, et notamment celui de cette Citroën IC5 Aircross. Bon, on va revenir ici. Je vais passer, avant d'aller sur la route, la marche arrière. Hops, on passe la marche arrière, et là, j'ai la vue des caméras, la vue 360 degrés qui est optionnelle sur cette voiture. On en reparlera tout à l'heure quand on sera sur la route. Bon, le petit défaut, alors on le voit pas là parce que c'est plein soleil et donc on a beaucoup de lumière, mais le défaut, c'est que la définition des caméras, elle est vraiment médiocre. En tout cas, pour cette vue ici en partie supérieure, elle est vraiment pas très bonne du tout. Et quand il fait noir, c'est vraiment pire. Et ça, c'est un petit peu triste quand même, hein. En partie inférieure, ici, on a la vue Board View 360. On peut changer les vues, bien sûr. Ici, avoir une vue élargie vers l'arrière. On peut avoir une vue élargie également vers l'avant. Voilà, on va revenir ici. Je suis pas très convaincu. Alors, je suis toujours convaincu par une vue à 360 degrés parce que ça aide énormément, hein, cette board view. Mais je suis pas convaincu par les caméras en tant que telles parce que leur définition est pas top. Voilà, c'est dommage. Allez, c'est parti. Je vous emmène maintenant sur la route. Pour démarrer, oui, il faut bien appuyer pied sur le frein sur un bouton de démarrage. Vous choisissez ensuite D ou R avec le sélecteur de vitesse et vous vous élancez. Alors pas de mode B au niveau du sélecteur de vitesse, mais on l'a vu, des palettes derrière le volant. On parlera récupération d'énergie dans la suite. D'emblée, on constate deux choses, le confort qui est bien présent et puis le positionnement plutôt placide, hein, dira-t-on, du IC5 Aircross. C'est clairement pas avec lui que vous allez tenter de remporter des 200 mètres départ arrêté. Toutes les finitions du IC5 Aircross sont équipées de la suspension et des sièges Citroën Advance Comfort. À la base, ce IC5 Aircross est donc parfaitement confortable. Si c'est votre critère numéro 1, cette voiture va vous plaire. Concernant les petites attentions en matière de confort, évidemment, les finitions supérieures seront mieux loties. Elles vous offriront davantage, enfin offriront façon de parler. En entrée de gamme U, les sièges sont en tissu avec réglage manuel dans 6 directions pour le conducteur et pour le passager. En finition plus et business, là où cette finition est disponible, les sièges sont toujours en tissu, mais simili-cuir cette fois, avec 8 réglages, mais toujours manuels pour le conducteur et toujours 6 pour le passager. Et dans cette finition max, toujours un mélange tissu simili-cuir, mais des réglages qui sont électriques dans 8 directions avec mémoire uniquement pour le conducteur, mais toujours manuel à 6 réglages pour le passager. Un peu mesquin tout ça. Et puis toujours dans cette finition supérieure, les sièges avant sont chauffants, tout comme le volant et les rétroviseurs extérieurs. Oui, les aides à la conduite sont nombreuses dans cette voiture, certainement en finition supérieure, et elles fonctionnent très bien, franchement, rien à dire durant cette semaine d'essai. La conduite assistée qui combine, je vous le rappelle, régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation propose des adaptations qui sont très douces. Concernant les alertes en tout genre, elles n'interviennent que quand c'est nécessaire, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo premier trajet. Et pour ce qui est du bip de survitesse, eh bien un appui long sur la touche ADAS ici au pied de la planche de bord permet de les couper, ces bips de survitesse. Franchement, rien à ajouter, c'est très bien.
Le comportement de ce IC5 Aircross, il est tout sauf incisif. Ici, c'est le confort qui règne en maître, on l'aura compris. Parfois même un petit peu de manière excessive, je trouve, avec l'impression d'être sur un bateau, sur une mer agitée, une suspension à rien plus ferme eût été pour moi la bienvenue. Question de goût personnel, évidemment. Mais si vous aimez le confort à la Citroën, franchement, vous allez adorer. Si par contre, votre truc, c'est plutôt le plaisir de conduire, la conduite un peu incisive, allez voir ailleurs. Les modes de conduite éco, normal, sport, je vous fais pas un dessin, c'est assez clair. Je dirais simplement que même en mode sport, les accélérations n'auront rien de franchement ultra dynamique, même si clairement ça dépend toujours d'où on vient. Si vous venez d'un SUV diesel par exemple, ce sera dynamique, mais comparé à d'autres véhicules électriques actuels, c'est clairement un petit peu en dessous. Mais attention, on ne se traîne pas non plus, faut pas exagérer, c'est juste que la puissance, c'est pas son truc, c'est tout. Le confort, il passe aussi par une gestion efficace des bruits et sur ce point, c'est plutôt bien. Les bruits de roulement peuvent se faire plus présents sur revêtement dégradé, mais à part ça, franchement, en conditions normales, bruits de roulement et bruits aérodynamiques sont très très bien gérés. Voilà qui amène une petite touche de confort supplémentaire, l'occasion de profiter pleinement du système sonore qui a donné entière satisfaction cette semaine. Et c'est là aussi peut-être l'un des aspects importants, un avantage que les constructeurs, entre autres européens, peuvent avoir par rapport aux constructeurs chinois, c'est que quand il s'agit d'intégrer des choses comme le DAB+, la radio digitale, qui est obligatoire chez nous, d'autres petites choses également qui ne sont pas forcément obligatoires en Chine, eh bien les constructeurs européens savent le faire, eux, on la maîtrise. J'ai pas eu de problème de réception en DAB+, cette semaine, pas de son qui fait des bruits bizarres, qui ralentit, etc., comme ça a pu être le cas chez Firefly ou chez Xpeng par exemple. Non, ça fonctionne très correctement, les réglages sont largement suffisants, la puissance développée aussi, bref, aucun souci. 11 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par le IC5 Aircross. Alors dans les faits, j'ai pas eu l'impression d'être aux commandes d'un char d'assaut cette semaine, même si le volume est relativement imposant. Ça reste assez maniable et le système de caméra à 360 degrés qu'on a vu, le VisioPark, fait globalement bien son travail grâce certainement à la partie Bird View, donc la partie vue de haut, parce qu'on peut, on l'a dit, regretter la définition des caméras qui est malheureusement assez médiocre. C'est dommage. La pédale de frein, vous allez dans tous les cas comme maintenant devoir l'utiliser pour obtenir l'arrêt complet puisqu'on n'a pas de vraie conduite à une pédale dans cette voiture. Vous pouvez régler la récupération d'énergie et donc le ralentissement au lever de pied de l'accélérateur grâce aux palettes derrière le volant, on l'a vu aussi, et ce sur plusieurs niveaux, de la quasi roue libre jusqu'à une récupération prononcée et donc pas de vraie conduite à une pédale, pas d'arrêt complet même si la récupération prononcée est tout de même assez forte. Concernant la pédale de frein, c'est assez spongieux malheureusement. J'aurais aimé davantage de mordant pour un usage plus évident, plus intuitif, c'est dommage. Sur cette finition haut de gamme max en matière d'éclairage dans cette voiture d'essai, j'ai droit au phare Citroën Matrix LED. Alors rien à dire, ça fonctionne super bien, voyez ce que ça donne. La voiture reste en feu de route uniquement quand c'est nécessaire, elle éteint une partie du faisceau lumineux quand c'est nécessaire également, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive en face ou qu'on se rapproche d'un autre véhicule. Là aussi, par rapport à d'autres véhicules, notamment chinois, chez Firefly, chez Xpeng pour ne citer que, ça fait une grosse différence. Ici, c'est super bien maîtrisé, on ne doit pas se soucier d'éventuellement envoyer les pleins phares dans les yeux des personnes qu'on suit ou des personnes qui viennent en face, ce que j'ai eu dans ces véhicules chinois. Ça fonctionne ici super bien, c'est très très chouette. Les finitions inférieures ne sont évidemment pas équipées de ces phares matriciels, doivent se contenter de projecteurs LED classiques avec allumage et basculement automatique. Un mot concernant l'éclairage intérieur, voyez ce que ça donne durant la nuit. Les possibilités de personnalisation sont largement suffisantes pour plaire à tout le monde et l'ensemble franchement est plutôt convaincant dans l'obscurité. On a un éclairage intérieur plutôt qualitatif. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix, avant de conclure cet essai, parlons consommation et donc autonomie réelle. Entre 511 et 520, c'est la norme WLTP sur cette voiture selon le niveau d'équipement. Ici, on a une version suréquipée, donc ce sera 511 km le minimum. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. J'ai tenté en tout cas. Et cette semaine, attention, il a fait très très froid, entre 0 et 7 petits degrés au thermomètre. C'est vraiment très très froid, pas vraiment l'idéal pour une voiture électrique.
électrique, puisqu'on le sait, les batteries n'aiment pas le froid. Sur l'ensemble de cette semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec 2 trajets par jour au moins de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle, ça aussi les voitures électriques n'aiment pas. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 23 kWh au 100, c'est élevé, mais je rappelle que les températures étaient vraiment très basses cette semaine, ce qui forcément a eu un impact considérable sur la consommation. Cette valeur, elle va tout de même m'autoriser aux alentours de 300 km réels sur une recharge à 100% en cette période hivernale et donc bien davantage avec des températures plus clémentes et notamment l'été quand vous voudrez peut-être traverser l'Europe pour partir en vacances. Encore faudrait-il pouvoir compter sur un système de navigation et un planificateur d'itinéraire performant et ça on l'a vu, c'est pas vraiment le cas. J'espère que ce sera corrigé. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Cette voiture d'essai est une finition supérieure max facturée en Belgique 45 800 €. Hors option, évidemment, les options dont cette voiture est équipée, on a la peinture métallisée, le bleu Eclipse qui lui va particulièrement bien, ça coûte 950 €. Le toit noir contrasté, alors le contraste n'est pas très évident puisqu'on a du bleu foncé, mais ça coûte 350 €. On a la pompe à chaleur, oui, malheureusement, elle est en option, ça coûte 800 €. On a aussi le toit ouvrant panoramique, c'est 1250 €. Et puis le kit pour la pression des pneus, le kit de réparation, eh bien ça coûte 20 €. Prix total de cette voiture en Belgique, 49 170 €, 49 170 €. Surfez sur le site internet de Citroën qui correspond à votre pays, configurez votre IC5 Aircross idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, ça s'appelle le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent en termes de déductibilité, en termes de facilité de gestion au quotidien également, puisque tout est compris. Et cet avantage précisément, eh bien, il s'applique également aux particuliers. Le fait d'avoir une seule mensualité qui est la même du premier au dernier mois, tout est inclus. La location de la voiture évidemment, mais également tous les frais annexes comme le remplacement des pneus, le passage à l'entretien, également les taxes, l'assurance, etc. Le fait que tout soit inclus, évidemment, facilite votre gestion de budget au quotidien, puisque chaque mois, vous n'avez pas à vous demander s'il y aura plusieurs centaines d'euros à payer en plus pour la voiture, si vous devez remplacer les pneus ou passer la voiture à l'entretien. Tout ça est compris pour cette bonne raison. Et puis une autre également qui est la valeur résiduelle de la voiture avec cette formule « vous n'en avez que faire, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing ». Eh bien je le disais, pour toutes ces bonnes raisons, surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, faites une demande, demandez une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre et comparez. Votre prochaine voiture, vous en avez besoin tout de suite ou peut-être en avez-vous envie tout de suite? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement. Alors des véhicules d'occasion bien sûr, mais également des véhicules récents, des véhicules neufs aussi et de plus en plus de véhicules 100% électriques. On en reparlera tout bientôt dans une vidéo spécifique sur Charging Station. Autoscout24, c'est également sur le site internet une partie qui est entièrement dédié à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie et un calculateur de temps de recharge. Vous pouvez faire reprendre également votre véhicule actuel via Autoscout24 en remplissant le petit formulaire et en recevant une offre de reprise en retour. Et puis il y a l'application Autoscout24, elle est entièrement gratuite, disponible sur l'App Store si vous avez un téléphone Apple, sur le Play Store si vous avez un téléphone Google et via l'application au creux de votre main dans votre poche, eh bien vous pourrez aussi facilement que via le site internet rechercher votre prochaine voiture. Pour toutes ces bonnes raisons, évidemment, eh bien, téléchargez l'application sur l'App Store ou le Play Store. Je le rappelle, elle est entièrement gratuite. Et puis surfez sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, si vous cherchez un SUV familial logeable, raisonnablement performant, ergonomique et que pour vous le critère numéro 1 c'est le confort, eh bien ce Citroën IC5 Aircross pourrait bien vous intéresser.
Il est globalement très cohérent, avec beaucoup de confort, une ergonomie au rendez-vous, des aides à la conduite bien calibrées et de l'espace pour la famille et les bagages. Ce qui pourrait vous retenir en revanche, la puissance disponible, juste suffisante en conduite de tous les jours mais pas énorme. On ne peut pas parler vraiment de plaisir de conduire à son volant, dans le sens dynamique du terme. La présentation intérieure avec beaucoup de plastique dur, de plastique brillant malgré l'effort bien réel en qualité perçue avec par exemple des éléments en textile sur les portières et la planche de bord. Une politique d'options qui peut sembler un peu désuète aujourd'hui, à l'heure où la concurrence, notamment chinoise, propose tout ou presque de série. Et puis enfin le One Pedal Drive, la conduite à une pédale qui ne va malheureusement toujours pas jusqu'à l'arrêt complet. Est-ce qu'il vous séduit au final ce Citroën IC5 Aircross? Si ce n'est pas le cas, eh bien quel modèle dans la même catégorie, de même gamme, préférez-vous et pour quelles raisons? Dites-le moi dans les commentaires. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, on l'a dit, ce sera la semaine prochaine dans la galaxie de Stellantis avec chez Leapmotor, le Leapmotor B10. Vais-je être convaincu par ce sympathique SUV 100% électrique chinois? Eh bien, on le saura dans quelques jours avec le premier trajet et ensuite le grand essai. On ira chez Kia avec le Kia EV5, SUV qui se positionne entre le EV3 et le gros EV9. J'en prendrai là aussi le volant pendant une semaine et toujours chez Kia la semaine suivante. Eh bien, j'essaierai le PV5, transport de personnes ou de marchandises. Je prendrai évidemment la version transport de passagers. Voilà un essai qui s'annonce là aussi très électrisant. Ensuite, on ira chez Nissan, l'essai de la Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5 e-tech électrique. A-t-elle sa propre personnalité? Je le vérifierai pour vous pendant une semaine. Et puis, durant les semaines suivantes, chez Volvo également, et ce sera maintenant au tout début de l'année 2026. Elle ne sera pas encore arrivée avant la fin de cette année 2025, mais chez Volvo, donc l'essai de la Volvo ES90, ES90, très très belle berline un peu surélevée, un peu à l'image de la Polestar 2, berline surélevée dont je prendrai le volant là aussi pendant une semaine, un véhicule que je vous avais fait découvrir d'ailleurs en Suède il y a quelques semaines à l'occasion de sa présentation internationale. D'autres essais incroyables durant l'année 2026, ça je peux déjà vous le promettre, il va se passer pas mal de choses l'année prochaine sur Charging Station. Une raison supplémentaire évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous n'allez pas être assailli de notifications, il y a 2 vidéos par semaine, le premier trajet et ensuite le grand essai. Vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire très facilement en mettant un petit pouce sur la vidéo si vous l'avez appréciée et puis au-delà de vous abonner également en partageant la vidéo sur vos réseaux, ça aide à faire grandir Charging Station et je vous en remercie. Vous êtes quelques centaines à partager les vidéos de Charging Station chaque semaine et ça aide vraiment à faire grandir la chaîne, donc merci à vous. Merci de votre fidélité et à bientôt.